Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de mon bazar dédié à une console qui à sa sortie s'appelait Atari VCS et qu'on connaît mieux chez nous sous le nom de Atari 2600, VCS pour Video Computer System, qui est écrit sur la console. Ceci est donc le modèle d'Atari 2600 que je possède, modèle qu'on appelle, si je ne dis pas de bêtises, le modèle Dark Vador, totalement plastique, modèle SECAM, mais ça on reviendra après sur ces petites subtilités. Avec comme connectique, mais il n'y a pas grand chose comme connectique, il y a de quoi brancher le transformateur qui est au format jack. Alors non, n'essayez pas de brancher une prise casque, vous n'aurez pas de son, Le transfo c'est bien ça, c'est bien cette grosse brique, avec cette petite prise qui ressemble effectivement à une prise mâle de casque stéréo, mais c'est de là que sort le jus pour alimenter la console. Autre connectique, eh bien deux prises DB9 qui permettent de brancher les manettes de l'Atari 2600, on peut pas faire plus basique. En façade, on trouve un switch on-off, devinez, pour allumer ou éteindre la console. Un switch de sélection qui permet de jouer en couleur ou en noir et blanc, alors certainement pour des histoires de compatibilité de télé, quoiqu'il y a certains jeux, vaut mieux y jouer en noir et blanc, mais encore une fois on reviendra là-dessus, quand on reparlera on dira des différents modèles, des différents formats de sorties vidéo existants sur les Atari 2600. Dans de rares cas, ce bouton sert aussi de bouton de jeu, comme par exemple afficher une carte de l'endroit où on est dans un labyrinthe. Au centre, on a le port cartouche, si on regarde bien, elle est bien blindée, elle est bien protégée, il y a juste une petite fente qui permet d'insérer la PCB, on n'y accède pas comme ça, donc ça s'encrasse quand même, vaut mieux quand même le nettoyer, mais bon, c'est super bien protégé. Le sens de l'insertion de la cartouche se fait comme ceci, c'est-à-dire l'artwork sur le dessus, pour qu'on puisse voir le nom du jeu, qu'on puisse le lire, qu'il soit à l'endroit. C'est peut-être un petit peu bizarre de l'insérer comme ça, au début j'avais un peu de mal, j'avais toujours tendance à vouloir l'insérer comme ça, je ne sais pas pourquoi, et puis pas mal de gens essayent de l'insérer dans le sens inverse, j'arrive pas à comprendre pourquoi sur d'autres vidéos, et c'est peut-être pas si naturel que ça, ou alors c'est peut-être moi qui déconne tout simplement. À droite de ce port cartouche, on a deux boutons à ressort, ce que j'appellerais des boutons à ressort. C'est pas des switches comme les deux boutons de gauche, ça remonte automatiquement quand on les baisse. Ça permet de sélectionner le mode de jeu, parce que certains jeux ont plusieurs modes, un joueur, deux joueurs, des niveaux de difficulté. On les fait défiler en faisant descendre le ressort du game select, et puis on a également le game reset. Alors c'est bien un bouton de reset, mais c'est surtout un bouton start. Et oubliez la pause sur les jeux Atari 2600, il n'y en a pas. Si vous refaites une fois ça, vous resetez le jeu et vous redémarrez au niveau de difficulté que vous aviez sélectionné précédemment. Reste deux switches à l'arrière, bien cachés. Alors ces switches-là, ils étaient sur les premiers modèles Atari VCS en façade. C'est-à-dire en façade, vous aviez 2 fois 3 bitoniaux comme ça, boutons, bitoniaux, je ne sais pas comment on appelle ça, boutons poussoirs, qui dépassaient. Sur ce modèle, entre guillemets, Dark Vador, ils sont ici à l'arrière. Ça permet de choisir le niveau de difficulté des jeux, expert ou novice. Alors ça, encore une fois, ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui n'utilisent absolument pas ces switches et se contentent uniquement de sélectionner la difficulté grâce au Game Select. La console se branche à la télé par le biais d'un câble antenne. Un câble antenne, ça fait toujours plaisir, puisqu'il faut une télé qui supporte encore ce genre de câble. Alors je ne sais pas si on appelle ça un câble coaxial, mais en tout cas c'est un câble antenne. Donc bien entendu, il va falloir chercher la fréquence, la trouver, l'enregistrer sur une chaîne pour pouvoir jouer. J'ai de la chance, ça fonctionne très bien sur ma bonne vieille télé CRT, il n'y a aucun souci, ça détecte direct et je peux jouer sans aucun problème avec cet Atari. Ce modèle, comme je le disais tout à l'heure, est un modèle SECAM. On était chanceux en France d'avoir ce format vidéo SECAM, puisque l'Atari 2600 permettait d'afficher 8 couleurs en simultané, tandis que nos amis belges, qui étaient au format PAL, eux étaient capables d'en afficher 104. Et les Américains, qui sont au format NTSC, eux étaient capables d'en afficher carrément 128. Ce qui était, je trouve, déjà pas mal en nombre de couleurs simultanées pour l'époque. Tenez, voici d'ailleurs, je vous fais en incrustation le schéma des couleurs des différents modes de la console. On remarque déjà un décalage de couleurs entre le format NTSC et le format PAL, mais qu'on compare avec le modèle SECAM, c'est le jour et la nuit, ce qui donne des choses
assez cocasses d'ailleurs. Voilà par exemple ce que donne une cartouche Pitfall pâle sur une console SECAM avec des arbres bleus. Voici ce que donne le jeu NTSC sur une console NTSC avec des couleurs bien plus naturelles. L'herbe devient verte, le sol est poussiéreux et les troncs d'arbres sont marrons. Ça c'est l'étrangeté de la version NTSC de Pitfall sur une console pâle, avec un Pitfall qui semble se dérouler la nuit sous un clair de lune. Mais quoi qu'il en soit, si comme moi vous possédez une version SECAM, ne vous prenez pas la tête à savoir si vous prenez une version NTSC ou pâle du jeu, les couleurs seront de toute façon plus ou moins fucked up. Il existe par contre une toute petite poignée de jeux optimisés SECAM pour les 8 couleurs du SECAM. Personnellement, j'en ai aucun dans mon bazar de jeux optimisés SECAM, mais vraiment aucun. Alors pour savoir si un jeu est optimisé SECAM, vous avez un gros logo, un gros sticker SECAM affiché sur la cartouche. Si votre jeu est un jeu pâle, généralement il y a un P qui traîne quelque part sur la cartouche. Et s'il est NTSC, normalement il n'y a rien du tout. Côté manette, on ne peut pas faire plus simple, c'est un pavé carré avec un seul bouton de tir rouge que vous tenez ainsi dans la main. Le stick au fil des années devient quand même de plus en plus dur, ce qui fait que ça vous fait mal non seulement à la main qui tient la manette, mais également à la main qui pousse le manche, et puis ça vous fait mal aussi au pouce. Mais étrangement, ça fait partie du charme de la console, cette manette typiquement Atari. Je me vois pas jouer à un jeu Atari avec une manette d'ordinateur, Quickshot ou autre qui sont 100% compatibles. Passons maintenant au jeu. Alors on va commencer avec les jeux que j'ai en boîte. J'en ai très peu en boîte, c'est des boîtes en carton. Alors attention les dégâts. Voici une des boîtes Atari 2600, on va dire classique, que j'ai la chance d'avoir en bon état, vous allez voir, j'en ai pas beaucoup. Le jeu, vous le connaissez certainement, c'est l'adaptation d'un jeu d'arcade historique de l'époque, j'ai nommé Centipede. Et figurez-vous que j'ai découvert le scénario du jeu grâce à la documentation du jeu Atari 2600, parce que je ne savais pas que le jeu avait un scénario à la base. Oui, parce que si vous regardez de plus près l'artwork du jeu, on voit bien un lutin qui est en train de se battre contre des mille pattes. Remarquez également que l'artwork de la cartouche est complètement différent de celui de la boîte, et ça fait plutôt plaisir, c'est travaillé, c'est pas une bête copie de ce qu'on a sur la boîte. Alors autre chose, je sais pas si c'est normal sur cette cartouche, on voit dépasser le PCB de la cartouche, alors que sur la majorité des cartouches Atari 2600, on voit pas dépasser le PCB, il y a une sorte de plaque de protection qui s'enfonce uniquement lorsque vous rentrez la cartouche dans le port cartouche de la console. Car sur le port cartouche de la console, vous voyez, il y a deux ergots ici, deux ergots qui s'enfoncent dans les trous qui sont sur la plaque et qui débloquent un ressort qui permet d'insérer la cartouche et qui remonte cette plaque pour laisser dépasser la PCB. Est-ce que c'est cassé sur ma version de Centipede? J'en sais rien du tout, le jeu fonctionne parfaitement, ça n'empêche absolument pas le fonctionnement du jeu, ça c'est sûr et certain. La documentation du jeu, elle est en noir et blanc, c'est un petit peu dommage bien entendu, elle est multilangue, il y a des petites illustrations et on remarque que les screenshots d'écran sont dessinés à la main, comme souvent dans les documentations et les jeux Atari 2600. Et je disais donc que c'est grâce à cette documentation que j'ai appris le scénario du jeu. On joue le rôle d'un lutin, qui est représenté par un carré dans le jeu, qui doit défendre son champ de champignons, champignons qui sont bouffés par le centipède, donc vous devez découper en morceaux le centipède, et puis ad vitam aeternam, les centipèdes arrivent, vous les détruisez, vous marquez des points, c'est typiquement de l'arcade, c'est typiquement du scoring. Mais ce qui est particulièrement amusant et assez intéressant dans les documentations des jeux Atari, et ça plus d'une fois je l'ai remarqué, c'est que c'est carrément l'algorithme du jeu qui est décrit. Dans la doc, il est décrit le déplacement précis du centipède, comment on marque le plus de points selon la distance où on touche les araignées, pourquoi certains adversaires apparaissent quelquefois et quelquefois non, parce que ces derniers ne sont pas balancés au hasard, mais selon un nombre de champignons qui vous entourent. Bref, on a l'impression d'avoir vraiment une description algorithmique du jeu et de ses mécanismes. Pour ce qui est du genre lui-même, c'est un shoot'em up ultra basique et répétitif, qui se base sur le fait uniquement de battre votre propre score, ou celui de vos amis. Un classique de l'arcade et de l'Atari 2600, même si paraît que sa suite, Millipede, qui ressemble de ce que j'ai vu comme deux gouttes d'eau à Centipede, est semble-t-il meilleur, mais je ne peux pas le juger, je ne possède pas le jeu. Toutankam, lui, a carrément un autre format de boîte, c'est toujours du carton, mais c'est beaucoup plus solide, et il semblerait que ça soit le format des boîtes des jeux
par cœur, je ne peux pas le jurer, mais à chaque fois que j'ai vu un jeu par cœur, il était dans ce format de boîte-là. Alors j'avoue que j'ai acheté le jeu non seulement pour le découvrir, mais aussi parce que je trouvais la boîte sympa et jolie. Bon, l'intérieur est classieux aussi, avec une cartouche bloquée comme dans un fourreau. J'ai hélas pas la documentation du jeu. Par contre, une fois la cartouche glissée dans la console, c'est la douche froide. Hein. Les contrôles sont complètement déstabilisants, le personnage se déplace dans la direction où on pousse le joystick, sans pouvoir s'arrêter, et on ne peut tirer qu'horizontalement, alors que les ennemis peuvent vous attraper dans tous les sens. Mais une fois qu'on récupère la documentation du jeu sur internet, et bien encore une fois tout s'éclaircit. Déjà on comprend le scénario, il est basique, soit, le but étant de piller des pyramides, et on comprend surtout le système d'armement complémentaire au pistolet. On commence donc à comprendre le challenge et la construction du jeu pour tout simplement s'y amuser. Parce que oui, si on ne peut tirer qu'horizontalement, on possède bien une sorte de bombe qui se déclenche en appuyant sur le bouton et en mettant la manette vers le haut. Mais ça, c'est limité. Et je trouve que c'est ça qui est fortiche, en tout cas pour moi. Une fois qu'on comprend où le gameplay veut nous emmener, on arrive à prendre du plaisir à ces jeux somme toute minimalistes. Par contre, on peut pas dire que Moon Patrol soit minimaliste. La boîte, elle a mangé sa maman, elle est toute écrasée. C'est bizarre parce que le carton est pas si souple que ça sur Centipede, mais là c'est vraiment défoncé. C'est déjà un miracle qu'elle soit présente. Pour une fois, la documentation n'est pas vraiment utile, à part pour connaître l'activation des différents modes de difficulté avec le poussoir Game Select. Cette adaptation du célèbre jeu d'arcade est une véritable réussite. Le nombre d'objets en mouvement est impressionnant, l'action est trépidante, le scrolling est très propre, avec une sorte de parallaxe entre le premier et le second plan. C'est hyper jouable et on retrouve en très grande partie les sensations et les niveaux de l'arcade. Mention à la terrible section composée de mines prête à vous faire exploser. Si vous ne possédez pas ce jeu alors que vous possédez une Atari 2600, foncez, c'est de la bonne cam, c'est une très bonne adaptation et c'est un jeu qui exploite très bien l'Atari 2600. Cette boîte complètement explosée, c'est Real Sport Tennis, qui est un ancêtre de Virtua Tennis, le seul jeu de tennis que je supporte avec Everybody's Tennis, remarquez. Mais cette fois-ci, même avec la documentation, j'ai un peu de mal à ressentir des sensations entre le coup normal, lob et le coup fort. En fait, le plus gros problème du jeu est que je n'arrive pas à placer la balle où je le désire dans le terrain adverse. Suis-je mauvais ou alors le jeu est-il trop limité? Je suppose que les professionnels de Real Sport Tennis pourront me le dire dans les commentaires. Gentiment, hein, si vous savez placer la balle à droite ou à gauche, expliquez-le-moi, moi j'y arrive vraiment pas. La boîte de Gorf, elle aussi tout abîmée, nous montre un jeu édité par CBS Electronic. D'ailleurs c'est assez trompeur, hein, parce que CBS Electronic, c'est ceux qui ont fait la ColecoVision, et qu'on pourrait presque se tromper de jeu et penser que c'est une cartouche ColecoVision. Heureusement qu'il y a un gros sticker vert qui dit que cette cassette est compatible avec les consoles Atari Video Computer System. La dock en rouge et blanc est petite, un petit peu originale, toute mignonne, et on trouve également des feuilles de garantie, ce qui ne sert plus strictement à rien. Et quand on regarde de près la cartouche de jeu, on croirait une cartouche ColecoVision. C'est quasiment la même étiquette, le logo CBS bien visible, on pourrait encore une fois s'y tromper s'il n'était pas encore une fois préciser que le jeu ne tournait que sur VCS. Gorf, c'est un shoot 'em up que j'ai adoré sur ColecoVision, qui se déroule en 4 phases distinctes contre 5 en arcade. La première phase typée Space Invader, où normalement il devrait y avoir un bouclier vous protégeant, eh bien ce bouclier n'existe pas sur 2600. La seconde phase vous met devant des ennemis tirant des lasers, et vous remarquerez une tonne de clignotements au passage. La troisième phase vous permet d'affronter des ennemis avec une attaque circulaire, c'est pas hyper compliqué non plus. Et enfin la bataille contre le boss final, et puis une fois détruit, on reboucle. La particularité du jeu est que vous ne tirez qu'un seul missile à la fois, qui est annulable dès que vous en retirez un second, au cas où vous vous rendez compte que vous avez loupé votre cible. Alors je vais être clair, cette version 2600 est très loin d'être ma version préférée, je préfère la version ColecoVision. Et puis en termes de shoot 'em up, il y en a plein d'autres sur Atari 2600 et de bien meilleure qualité. Tiens, en parlant de shoot 'em up de bien meilleure qualité, on a fait un Laser Gate de chez Imagic. Imagic ont souvent fait de très bons jeux sur Atari 2600. D'ailleurs, cette boîte de jeu verte ne laisse deviner aucunement à quel type de jeu on va avoir affaire. Au pire, seule la description textuelle en anglais à l'arrière de la boîte nous donne une idée de ce qu'on va devoir affronter comme danger, et on comprend que c'est certainement un shoot 'em up. C'est pas la documentation multilingue qui va nous aider. D'ailleurs, il vaut mieux la lire en anglais, car elle donne plus de précision que la version française.
Le jeu prend la forme d'un shoot 'em up à scrolling horizontal où vous devrez éviter des barrières laser, des tripodes, des chauves-souris, des murs destructibles et surtout récupérer des capsules de bouclier avant que ce dernier ne se vide. Sauf que comme vous ne savez pas à quoi ressemblent ces capsules, parce que c'est pas montré dans la documentation, vous avez vite fait de les shooter en pensant que c'est un obstacle ou un ennemi. La zone de jeu est ridiculement petite et le HUD prend les 3/4 de l'écran, et pourtant une fois en main, le jeu est très sympathique à jouer et on se prend facilement au jeu du pilotage entre les obstacles. Une fois compris que les capsules de recharge de bouclier sont les trucs de 4 pixels clignotants, on arrête de mourir en boucle et en fait, on s'amuse. On va terminer cette vidéo avec peut-être le meilleur jeu que je possède sur la console pour le moment. Exit le scoring, bienvenue sur un jeu plus moderne, presque de l'action plateforme. Le jeu s'appelle Hero pour Helicopter Emergency Rescue Operation. Vous allez vous mettre dans la peau d'un sauveteur de mineurs dans des grottes, et pour cela vous serez muni d'un gyrocoptère, d'un laser et de dynamite, ainsi que d'une petite réserve d'oxygène. Le but étant d'atteindre le mineur avant que votre réserve d'oxygène se vide, bien entendu. Ce jeu est un bijou de gameplay, de level design, de difficulté dosée et progressive. Une fois la manette en main, on oublie la simplicité des graphismes et on plonge dans une aventure au cœur de la Terre, évitant toutes sortes de pièges mortels, comme des créatures diverses et variées. Ce jeu est un véritable miracle sur Atari 2600, comme souvent sont les jeux d'ailleurs développés par Activision. Je suis content de posséder ce jeu même en loose, et si vous arrivez à vous le procurer à prix raisonnable, n'hésitez pas, foncez, c'est de la bombe bébé. Certains vont peut-être me dire que c'est vachement roots et que ce genre de jeu c'est impossible à jouer en 2021. Eh bien, quelque part, je les comprends un petit peu. Il s'avère que je suis incapable de jouer au jeu que je vous ai présenté sur autre chose que la console réelle avec la vraie manette Atari 2600. Enfin si, j'y arrive quand même un petit peu, avec un bon émulateur qui salope bien l'image de manière bien dégueulasse et en branchant une vraie manette Atari 2600 sur mon PC par le biais d'un adaptateur. Ça passe encore. Émuler une Atari 2600 sur une console portable, je vois pas l'intérêt, j'y arrive pas, je prends pas de plaisir et je comprends pas pourquoi. Hormis certains jeux comme Hero, Pitfall ou Pitfall 2, enfin bref, des jeux où il y a une aventure, où c'est pas uniquement du scoring. Mais par contre, dès que je suis sur la vraie console, la console réelle, la manette en main, il y a quelque chose qui se passe, ça sent bon les années 80, et quand on rentre dans le gameplay, dans la stratégie du jeu, dans le jeu du scoring, de toujours faire mieux, bah moi j'y prends du plaisir, je rentre dans le truc, tout connement je m'amuse. Et le pire, c'est que j'arrive même à avoir le syndrome allez, une dernière partie pour essayer de battre mon score. Généralement, ça en enchaîne plusieurs parce que j'arrive pas tout de suite à battre mon score, voilà, j'y arrive pas du tout. Et si vous voulez encore plus apprécier ces jeux, bah moi je vous conseillerais en plus de vous plonger dans leur documentation. Alors je sais que c'est pas des jeux de stratégie, de simulation hyper compliqués, mais plus d'une fois un jeu me paraissait pas génial, et une fois plongé dans la doc, avec les détails de gameplay, limite algorithmique comme j'en ai déjà parlé, et bien bizarrement j'ai accroché, j'ai vu où le développeur voulait nous amener pour scorer, pour avancer, pour optimiser sa manière de jouer. Mais ça, je vous en reparlerai très certainement dans une prochaine vidéo de mon bazar, parce que ça m'est arrivé plus d'une fois sur des jeux que je ne vous ai forcément pas présentés dans cette vidéo. Et donc en attendant ce prochain épisode de mon bazar, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis tout simplement à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.